La police turque annonce avoir arrêté la personne responsable de l'explosion qui a fait 6 morts et 80 blessés à Istanbul dimanche. On vous en dit plus dans ce journal. Le drapeau ukrainien brandit fièrement à Kherson, libéré par l'armée de Kiev après 8 mois d'occupation russe. Les soldats sont accueillis en héros. Les présidents américains et chinois vont se rencontrer avant le début du sommet du G20 en Indonésie. Les deux hommes doivent évoquer les points de tension et les lignes rouges. Au Royaume-Uni, faut-il rouvrir le débat sur le Brexit? De récents sondages montrent qu'une majorité de Britanniques pensent que la sortie de l'UE était une erreur. En Turquie, la police annonce l'arrestation de la personne qui a déposé la bombe qui a fait au moins 6 morts et 80 blessés ce dimanche après-midi en plein cœur d'Istanbul. Une explosion que le gouvernement turc qualifie d'attentat terroriste. Sur la base des informations obtenues à l'heure actuelle, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un acte terroriste. Une bombe déclenchée par une femme à ce carrefour est à l'origine de l'explosion. Sur ces images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux, on y voit le chaos provoqué par la déflagration. Cette rue commerçante, fréquentée aussi bien par les touristes que par les Stambouliotes, a déjà été touchée par une vague d'attentats en 2015 et 2016. L'acte n'a pas été revendiqué, mais les autorités ont désigné le Parti des travailleurs du Kurdistan comme responsable de l'attentat. Le vice-président turc, qui s'est rendu à l'hôpital pour rencontrer les survivants, a déclaré que toute personne impliquée sera sévèrement punie. Libérés par l'armée ukrainienne, les habitants de Kherson affichent leur soulagement après 8 mois d'occupation russe. Cette femme remercie les héros. D'autres viennent enlacer des soldats, poser pour une photo ou se faire dédicacer des drapeaux ukrainiens par leurs libérateurs. Mais l'inquiétude reste palpable dans la ville alors que les Russes ont laissé derrière eux de nombreux engins explosifs et détruit des infrastructures essentielles pour l'eau, l'électricité ou les communications. Malgré la perte de Kherson, l'armée russe continue d'afficher sa détermination. Elle a revendiqué ce dimanche la conquête de la localité de Maïorsk dans la région de Donetsk. Par ailleurs, des frappes dans le secteur de Tcherkassy au bord du Dniepr auraient permis de détruire des armes ukrainiennes. Les autorités russes ont également diffusé ces images de citoyens mobilisés dans la région de Moscou en route vers la zone de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Joe Biden est arrivé à Bali en Indonésie où débute mardi le G20, le sommet des principales économies mondiales. En préambule, le président américain a prévu de rencontrer ce lundi son homologue chinois Xi Jinping pour évoquer les dossiers brûlants du moment. Commerce, Taïwan, droits humains, Corée du Nord, invasion russe en Ukraine. Rarement les points de tension avec Pékin n'ont paru aussi nombreux. Mais Joe Biden semble confiant. Je connais bien Xi Jinping, dit-il. J'ai passé plus de temps avec lui qu'avec n'importe quel autre dirigeant. Il me connaît, nous avons très peu de malentendus, nous devons simplement déterminer où sont les lignes rouges. En tête des lignes rouges figure le cas de Taïwan, convoité par Pékin. Joe Biden a promis de défendre le petit État en cas d'invasion militaire chinoise. Autre dossier sensible, la multiplication des tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord. Washington redoute que le régime de Pyongyang procède désormais à un essai nucléaire. En Iran, un tribunal a condamné à mort ce dimanche une personne accusée d'avoir participé à ce que le régime appelle les émeutes qui secouent le pays. Il s'agit de la première condamnation à mort depuis le début des manifestations qui ont suivi la mort de la jeune Mahsa Amini le 16 septembre dernier, après son arrestation par la police des mœurs. Nataša Pirc-Musar a été élue ce dimanche présidente de la Slovénie. Cette avocate de renom, novice en politique, est la première femme à prendre la tête du pays. Selon les résultats partiels du second tour de l'élection présidentielle, la candidate libérale a obtenu près de 54% des voix, devançant assez nettement le conservateur Hans Logar. La production alimentaire au Royaume-Uni ralentit. Les agriculteurs réduisent leur activité pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi à l'augmentation des coûts et aux problèmes d'exportation.
La situation est vraiment désastreuse. C'est une spirale hors de contrôle. C'est une catastrophe. Liz Webster représente un nombre croissant d'agriculteurs qui affirment que le Brexit a aggravé leur situation. Elle fait maintenant campagne pour que le Royaume-Uni réintègre le marché unique. Notre commerce est englué dans tant de paperasserie, ça ne pourrait pas être pire. Oui, vous êtes égoïste, vous êtes une entreprise, mais j'ai aussi tendance à voir les choses pour l'ensemble du pays. Je suis vraiment préoccupée par la sécurité alimentaire, les stocks de nourriture et l'approvisionnement. Quelle est la solution ? La solution rapide est de libérer nos échanges en réintégrant le marché unique le plus rapidement possible. Et ce ne sont pas seulement ceux qui travaillent dans l'agriculture qui changent d'avis. Selon les sondages, un retournement de tendance est en cours depuis le référendum de 2016. Il s'est accéléré au cours de la dernière année. Désormais, 57% des Britanniques estiment que le Brexit était une erreur. L'industrie du vin a elle aussi été forcée de s'adapter. Cette entreprise a encore du mal à faire traverser la Manche à de grosses commandes de vin européens. Alors qu'autrefois c'était une question de jours, désormais il faut plusieurs mois. Beaucoup dans ce secteur sont frustrés de voir que les responsables politiques sont réticents à débattre d'un retour du pays dans l'UE. Je suis stupéfait que le débat n'ait pas lieu en ce moment. Il y a tellement d'entreprises qui ont vraiment du mal. Chaque jour, c'est difficile. Nous devons en parler honnêtement, avoir des débats sur l'union douanière, le marché unique, tout cela. Alors que le vent de l'opinion publique semble avoir tourné, les entreprises, elles, doivent continuer à s'adapter à une situation qui, dans certains cas, est loin de s'arranger. La Finlande, 26 millions d'hectares de forêt, soit près de 75% du territoire. Ici, l'industrie forestière est l'une des clés de l'économie. Mais une proposition de la Commission européenne pour la restauration de la nature menace le secteur. Cet ingénieur forestier craint qu'une partie de sa forêt, propriété familiale depuis 300 ans, devienne une zone protégée. Si cette proposition, selon laquelle 20% de la surface forestière doit être protégée, est adoptée, ce domaine forestier ne sera plus rentable, dit-il. Et il sera alors impossible de le transmettre à la génération suivante. Cela m'inquiète beaucoup. Après quelques tensions au sein de la coalition gouvernementale, la Finlande s'est dit contre la proposition de la Commission, estimant notamment que les États membres n'avaient pas été consultés. En Finlande, les forêts sont utilisées de manière très intensive, affirme Jana Bak, professeur au département des sciences forestières de l'université d'Helsinki. La sylviculture finlandaise figure parmi les leaders mondiaux en termes de volume de production, entre autres. On peut dire que les espèces forestières sont très clairement en déclin depuis 10 ans. Au mois de mai, l'Office statistique finlandais a estimé que l'utilisation des terres agricoles et forestières était pour la première fois devenue une source d'émissions nettes dans le pays, à cause du recul des stocks de carbone dans les forêts. À l'Institut du monde arabe à Paris, une rétrospective d'une artiste proche de Picasso dans les années 40 et 50, Baya, une orpheline algérienne qui, avec l'aide de sa mère adoptive française, a exposé ses premières peintures à Paris à l'âge de 16 ans. Une œuvre onirique, et Baya est devenue une icône de la peinture contemporaine dans son pays. Son travail, peuplé de figures féminines évoluant dans des jardins d'Éden, est une ode à la vie et a directement influencé les surréalistes. Imagine Picasso est une exposition immersive d'un nouveau genre qui met en lumière et célèbre l'étoile du maître espagnol de l'art moderne. Une expérience qui consiste à découvrir en images géantes plus de 200 des œuvres les plus célèbres de l'artiste réunies simultanément dans un même espace. Les tableaux sont ainsi libérés de leur cadre pour investir l'espace, exposés dans une obscurité totale limitée à la lumière émanant des projections des œuvres elles-mêmes. Le Palazzo Reale de Milan célèbre une nouvelle renaissance avec le prêt exceptionnel de 5 œuvres du grand peintre flamand Hieronymus Bosch, l'un des artistes les plus visionnaires et originaux dans le panorama de la peinture européenne de l'époque. Il n'existe qu'une vingtaine d'œuvres du peintre et parmi elles 5 ont été exceptionnellement prêtées pour l'exposition qui lui est consacrée jusqu'au printemps.